Dans le sport professionnel, la pression du résultat est constante. À chaque contre-performance, la même interrogation revient. Faut-il licencier l'entraîneur? On en parle tout de suite avec mon invité, Michael Bouiri, avocat au sein du barreau de Montpellier. Michael, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, avant de parler du licenciement des entraîneurs professionnels, un mot sur le cadre juridique dans le sport professionnel. Quel est-il ? Alors, dans le sport professionnel, les sportifs et les entraîneurs sont des salariés, donc ils sont soumis, comme tout salarié finalement, d'abord au code du travail, qui est le socle de base qui va gérer la relation. Et puis après, il y a également, comme pour les autres salariés, une convention collective spécifique au sport. Donc, il y a la convention collective nationale du sport. Et puis, ensuite, il y a des conventions collectives qui vont être spécifiques à chaque sport. On a, par exemple, la charte du football professionnel. Pour le football, on a des conventions collectives pour le rugby professionnel, pour le handball féminin, masculin, le basket masculin, féminin. Et ces conventions collectives vont avoir pour objet d'adapter finalement les règles du code du travail à la spécificité du sport, puisque les sportifs, ça joue le week-end, ça joue le soir, ça se déplace, ça va à l'étranger, ça a besoin de temps de récupération, c'est un métier physique. Donc, on doit adapter toutes ces dispositions à la particularité de cette activité-là. Alors, on va s'intéresser à la rupture du contrat de travail. Tout d'abord, quels sont les motifs de rupture anticipée ? Alors, il faut d'abord savoir que dans le domaine sportif, il y a un principe de base qui est que tous les contrats de travail sont par nature des contrats à durée déterminée. C'est la loi qui le pose depuis 2015, contrairement au Code du travail qui précise que le contrat de base, c'est un contrat à durée indéterminée. Dans le monde du sport, c'est un CDD spécifique. Et donc, on retombe sur les cas classiques de rupture des CDD, à savoir la force majeure, qui est assez rare, l'inaptitude du salarié, qui peut arriver, alors plus quand c'est des joueurs, notamment des joueurs de rugby, que quand il s'agit d'entraîneurs. Il y a également la faute grave, la faute lourde, qui vient... Ça vise quoi ? Alors, la faute grave, c'est la faute qui est d'une gravité telle qu'elle empêche le maintien, finalement, de l'entraîneur au sein du club. Donc, on vise des cas où, par exemple, il va y avoir des propos tenus dans la presse, et des comportements inappropriés, mais en tout cas, ça vise tout, sauf l'insuffisance de résultats qui, en elle-même, n'est pas, justement, une faute grave. Alors, pourquoi les mauvais résultats ne sont pas, en eux-mêmes, un motif de licenciement ? Eh bien, c'est ce qu'on appelle la glorieuse incertitude du sport. L'aléa sportif, l'entraîneur a une fonction qui est d'essayer de trouver une alchimie finalement dans son équipe, mais il n'est pas seul aux commandes. Il a des joueurs, il a des adversaires, il y a les calendriers, l'effectif, le budget du club, la météo. On peut trouver tous les éléments qui vont venir finalement influer sur le résultat d'un match, de plusieurs matchs, et qui au final vont entraîner peut-être une série de mauvais résultats. Mais tant que ce n'est pas un comportement fautif commis finalement par l'entraîneur, on ne va pas pouvoir lui reprocher des insuffisances de résultats, des séries de défaites. Et on a des cas célèbres de fautes graves qui ont été reconnus. Vous pensez à quoi ? Le cas de M. Puel avec l'Olympique Lyonnais, par exemple, le cas de M. Bielsa avec Lille, on a eu des fautes graves, mais elles n'étaient pas basées sur l'insuffisance de résultats, même si en filigrane, on sait très bien que c'est le premier réflexe des employeurs. Elles étaient basées sur des faits commis, de l'insubordination, des comportements, de la non-présence aux entraînements, des éléments comme ça qui ont pu caractériser une faute grave, mais jamais les clubs ne vont sur ce motif précis de l'insuffisance de résultats, même si on sait très bien que c'est en filigrane ce qui motive la séparation. Alors pourtant, on voit régulièrement, dès que les mauvais résultats s'enchaînent, on voit des clubs, que ce soit dans le rugby, dans le football, dans d'autres sports collectifs, qui licencient leurs entraîneurs. C'est une pratique régulière. Et du coup, ça veut dire qu'il y a régulièrement des contentieux au prud'homme ? Alors, les contentieux vont finalement pas si souvent que cela au prud'homme, parce qu'effectivement, le réflexe premier du président de club, c'est de se séparer d'une personne plutôt que de 25. Donc, il ne va pas licencier 25 joueurs. Il va créer ce qu'on appelle le fameux électrochoc. Il va virer l'entraîneur. Mais après, ça va discuter, évidemment. Il sait très bien, puisque les conséquences d'une rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée, elles sont très, très, très brutales. C'est la totalité des salaires qui sont dus, c'est la totalité des primes qui auraient pu être perçues, c'est les avantages en nature, c'est beaucoup d'éléments comme ça. L'addition est élevée souvent. L'addition peut être très sévère. Donc, dans ces cas-là, souvent, on va rentrer en discussion, on va négocier.
L'employeur sait très bien ce qu'il risque, il a son enveloppe comptable, il a déjà budgétisé le départ de son entraîneur, il sait très bien qu'il a plus à gagner de se séparer de lui pour essayer d'obtenir de meilleurs résultats que de le conserver, et donc il aura tendance à négocier. Mais il y a des cas où je parle surtout de cas de division inférieure finalement, parce qu'on connaît bien sûr tout ce qui est entraîneur de division 1, de première ligue, de première division. Qu'est-ce qui se passe dans les divisions inférieures du coup? Je vous dirais que dans la division inférieure, l'application du droit du travail est beaucoup plus subjective, beaucoup plus personnelle. Il y a une lecture très, très, très particulière. Ça veut dire que c'est un peu le no man's land quelque part. On se débarrasse très, très facilement, même de joueurs d'ailleurs, des entraîneurs, et puis on peut aller jusqu'au conflit devant le Conseil du prud'homme. On sait on sait quel est le risque et ce que l'on peut absorber quand on est un club de petit niveau, et on peut parfaitement le budgétiser aussi. Du coup, c'est une pratique qui est courante et malheureusement, les joueurs ont peu de recours, c'est ça que vous dites ? Les recours, si, ils existent. Les recours, c'est la saisine du Conseil du prud'homme. Et pour le coup, quand on a une rupture anticipée de contrat de travail à durée déterminée, finalement, la sanction, elle est prévue par la loi. Elle est minimum. C'est-à-dire que la sanction minimum, c'est le paiement de tous les salaires. Donc, c'est la Cour de cassation qui l'a dit, c'est un minimum. Mais ça peut aller au-delà, selon les conditions de la résiliation, s'il y a eu des conditions vexatoires, si le licenciement a pu être verbal. Et là, je pense notamment au cas de Stéphane Gilly au Paris Football Club. Il finit son match à Toulouse, je crois, et 5 minutes après, dans le vestiaire, le président annonce à ses joueurs que ça ne sera plus l'entraîneur. Bon, on est quand même à la limite de la légalité, voire complètement dans l'illégalité. C'est très brutal. Voilà, c'est très brutal, il y a peu de sentiments, mais au final, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des discussions entre le dirigeant et l'entraîneur, surtout entre l'avocat du dirigeant et l'avocat de l'entraîneur, et ça va rentrer sur le détail, ça va discuter tarifs tout simplement, et tout se règle à coup de... Donc les entraîneurs ont des recours pour eux, et aussi on dit entraîneur, mais il y a tout le staff derrière. Exactement. Par exemple, dans le cas de M. Puel, donc lui, sa faute grave a été reconnue, mais son staff, et notamment son entraîneur adjoint, qui a été également licencié dans le cadre d'un package, on va dire, lui a fait un recours, a saisi le Conseil du prud'homme et il a gagné devant le Conseil du prud'homme, et son licenciement a été qualifié d'abusif et il a pu faire valoir ses droits et obtenir son indemnisation. Donc effectivement, tout le staff technique, parce que tout ça concerne pas uniquement les entraîneurs, ça concerne les entraîneurs adjoints, les préparateurs physiques, les analystes vidéo, les kinésithérapeutes, oui, tout le monde finalement est soumis. Les staffs sont importants maintenant. Parfois, les staffs sont très importants. L'entraîneur vient avec son staff. L'entraîneur, parfois, vient avec 5-6 personnes de son staff. Ça a été négocié. Si l'entraîneur principal est évincé, il y a des conséquences collatérales et tout le reste du staff va également subir le même sort, avec les conséquences financières que les clubs assumeront, parce que de toute façon, ils savent très bien ce qu'ils font. Ils savent très bien qu'ils vont devoir passer à la caisse pour pouvoir se débarrasser de ce staff technique. Pour vous, pour finir brièvement, est-ce que ce système mérite des ajustements ou si finalement ça fonctionne assez bien ? Alors, pour moi, qui défend exclusivement sportifs, entraîneurs, j'ai pas envie qu'on vienne amenuiser leur protection. On est sur le code du travail, donc on vient imposer finalement un CDD sportif de principe, mais on ne vient pas adapter effectivement les causes de résiliation. La logique aurait voulu qu'on le fasse. C'est pas le cas. On est sur le droit commun, on applique le droit commun, ça bénéficie aux entraîneurs, ça leur apporte une protection, parce qu'un CDD finalement n'est finalement pas très protecteur. Donc on leur apporte cette protection. Mais si on creuse un peu, l'adaptation de ce contrat à durée déterminée à la réalité sportive, à la nécessité des résultats immédiats, effectivement, il aurait peut-être fallu envisager une clause, une possibilité d'aménagement par le contrat, par la convention collective. C'est pas le cas. Tant mieux pour les entraîneurs, tant mieux pour les joueurs qui sont également concernés. On protège ceux qui font le jeu, et moi je protégerai toujours ceux qui font le jeu. On va conclure là-dessus. Merci Michael Bourri. Je rappelle que vous êtes avocat au sein du barreau de Montpellier. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Restez curieux et informés. À demain sur Be Smart for Change.